Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Maître Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Willy Elfej Miabatoussa, consultant en marketing, et l'écrivain, entrepreneur Charles Madédé vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez votre dernière publication aux ondes de la République au Congo, aux éditions Libre Afrique. Merci à vous de nous avoir rejoints. Alors, juste avant la pause, nous parlions donc de ce pacte sur les migrations qui vient d'être adopté au Maroc. Alors, que vaut ce pacte dans la mesure où l'Italie s'est retirée? On sait quand même aujourd'hui le positionnement de l'Italie par rapport aux migrations clandestines qui proviennent du continent africain. Willy Elfej. Je ne pense pas que ce soit le retrait de l'Italie qui va influer ou pas sur la bonne mise en œuvre de ce pacte. Comme je l'ai dit, c'est un pacte qui est non contraignant, qui a une forte portée... Mais le retrait de l'Italie veut bien dire quand même quelque chose, peut-être un renforcement des mesures sur les migrants. Le renforcement des mesures, naturellement, ils peuvent en avoir le souhait, mais il faut aussi rappeler que l'Italie n'est pas seule à arbitrer, dans la mesure où elle est quand même dans un cadre européen. Donc, comme je le disais, en fait, il faut voir les choses un peu de manière plus large. Et je reviens encore à cette notion politique, parce que l'Italie, effectivement, monte au créneau, parce que tous les courants dits nationalistes et souverainistes entendent justement jouer de leur partition dans le cadre des élections européennes. Et la question migratoire, de toute façon, sera portée un peu au pinacle. Mais cet accord qui, on le rappelle, il sera ratifié le 19 décembre prochain, ne dépend pas uniquement de l'Italie, encore moins des États-Unis. Il faut y voir, comme je l'ai dit, cette nécessité peut-être de porter un peu le volontarisme au cœur des différents États et aussi les responsabiliser un peu, parce que le point que j'ai mis en exergue tout à l'heure, c'est que pour moi, c'est un pacte qui permettra, même s'il n'est pas contraignant, d'impliquer un tant soit peu les pays. Et je pense qu'il a de bonnes chances quand même d'être bien mis en œuvre, on va dire. Charles Madédé? Oui, concernant l'Italie, moi je dirais que d'ailleurs ce pacte est une initiative européenne, même si ce pacte devient mondial et mis en place par l'ONU, c'est quand même une initiative européenne, parce que l'Europe est en train de subir ces flux migratoires. Nous avons vu comment certains gouvernements européens ont essayé de vaciller un peu à cause de ces migrations. Donc c'est un problème européen d'abord. C'est pour cela qu'ils ont amené, d'ailleurs, c'est la méthode occidentale, un problème européen qui est maintenant aujourd'hui mondial. On a mis en place ce pacte mondial. L'Italie, qu'elle veuille ou pas, tôt ou tard, elle va finir par coopérer, parce que tous les pays européens vont y adhérer, tous les pays du Golfe vont aussi adhérer à ce pacte. Donc l'Italie étant partie prenante de cette région, sera obligée de... Et il faut souligner que ce n'est pas contraignant. Donc du coup, les gouvernements vont peut-être changer, l'Italie finira. Alors la question qui se pose aussi, c'est la manière dont, en tout cas peut-être pour l'Afrique aussi, et on sait que ce texte a un enjeu capital pour le continent. Est-ce que le continent dispose d'un appareil législatif ou de mécanismes qui pourraient suffire pour pouvoir appliquer ce texte, Maître Adoté Blivi? On pense notamment, excusez-moi, je vais peut-être compléter ma question, on pense notamment à la situation en Libye, puisque ce texte entend également protéger les trafics d'êtres humains. Est-ce que ce texte peut être appliqué dans ce cas-là? Est-ce que le continent a les moyens de pouvoir l'appliquer? Les moyens, je n'en suis pas sûr, mais la volonté certainement. La volonté, parce que les pays africains, quand nous avons appris les malheureux événements d'esclavagisme en Éthiopie, on a vu le mois que cela a suscité. Même les pays africains ont déjà pris certaines mesures pour approcher les dirigeants libyens à vue de régler ce problème-là. Pourquoi aujourd'hui? Parce que la Libye est un pays complètement disloqué aujourd'hui. Le pouvoir central manque, donc c'est avec les groupuscules que l'on négocie. Peut-être à force, à l'avenir, on pourra y arriver. Mais en Afrique même,
le problème ne se pose pas particulièrement. Mis à part le fait que la Libye constitue aujourd'hui un foutoir où tout le monde fait ce qu'il veut, en Afrique, le problème ne se pose pas, même si la migration inter-État en Afrique avant tout à l'intérieur même du continent. Se fait beaucoup plus que vers l'étranger. Je voulais revenir juste un peu sur l'Italie. La position de l'Italie est très délicate, d'autant plus que ces dernières années, elle est la première, la principale porte d'entrée en Europe. Donc, vous imaginez, c'est grâce à ça que Salvini a pu arriver au pouvoir. L'Italie, avant même ce pacte, donnait beaucoup, allait au-delà même de ce pacte, hébergeait les immigrants qui arrivaient sur son sol, leur apportait assistance, ce que le pacte dit. Mais aujourd'hui, si l'Italie se retire, tout simplement, c'est pour une politique interne. L'Europe n'a pas su apporter le soutien qu'elle avait promis à l'Italie. Vous avez vu les atermoiements de la France pour recueillir certains migrants. Et pour revenir en Afrique, comme je le disais tout à l'heure, l'immigration vers l'Afrique ne pose pas de problème. Vous arrivez de l'Europe, vous arrivez en Afrique, vous prenez votre visa à l'aéroport. Mais dans l'autre sens, vous ne prenez pas de visa. Donc, le problème en Afrique, c'est seulement les ports de départ vers l'Europe. Donc ce sont ces pays-là qui constituent le port de départ qu'il faut sécuriser. Et je fais confiance aux chefs d'État africains de mener à bien ces politiques en s'inspirant notamment de ce pacte. Charles Madede, alors il est quand même également question de défendre les droits des migrants à l'intérieur même du continent. Oui, mais le premier droit des migrants, c'est d'abord ce droit de pouvoir rester dans leur propre pays. Et je crois que je salue ce pacte parce que c'est une avancée, je pense, parce qu'on souligne ce point où on va lutter contre les facteurs négatifs des migrations. Mais ce pacte ne va pas trop loin, parce que nous savons tous que si une grande partie, l'immigration africaine, c'est pas la plus grande, alors, on a l'immigration asiatique aussi, mais l'immigration africaine est beaucoup plus expliquée par le fait que ces gens quittent leur pays parce que les conditions de vivre normalement dans ces pays ne sont pas favorables, parce que dans ces pays, il y a des régimes totalitaires qui ne développent pas l'humain, qui tuent l'humain. Donc l'être humain cherche toujours un endroit où bien vivre. Mais ce pacte, il souligne ce point. Mais moi, j'aimerais que ce pacte aille plus loin, pour prendre des mesures afin d'obliger ces pays totalitaires d'Afrique de mettre en place des politiques qui vont vers le bien-être des populations. Ça va, je crois, qu'atténuer. Sur ce point, le pacte n'a pas trop insisté. Moi, disons juste souligner, pas trop insisté, alors que c'est le point, c'est même la cause des migrations africaines, moi je pense. Willy Elfesh, ce pacte aurait dû être un peu plus dur à l'égard de certains pays, comme le souligne Charles Madede. Alors je vais enlever le terme dur parce qu'il est assez oppressant. Mais oui, moi déjà d'une part aussi je vais réitérer ce qui a été dit, c'est que je salue effectivement l'adoption de ce pacte, car c'est une manière un peu de raffermir cette coopération qui devient nécessaire, notamment en Afrique où on le voit, les phénomènes sont en train de s'accentuer, mais sans qu'il y ait une réelle coordination entre les différents pays, parce que on voit que certains pays sont montés au créneau quand il y a eu effectivement les phénomènes d'esclavage et tout ce qui s'ensuit en Libye, mais le problème c'est qu'aujourd'hui quand vous prenez le schéma d'un pays de départ, un migrant, il passe par plusieurs pays avant d'arriver en Libye. Qu'en est-il du suivi justement de ces migrants et y a-t-il une réelle coopération entre ces États? La question elle reste entière et je pense effectivement que ce pacte pourrait aller plus loin effectivement. Après, c'est assez complexe dans la mesure où il n'est pas contraignant pour éviter justement, pour faire en sorte de décrisper justement le débat. Alors est-ce que en raffermissant un peu les différentes clauses qui sont contenues dans ce pacte, ça ne va pas braquer des États? Je ne sais pas, mais je suis d'accord pour le fait qu'il faille aller un peu plus en avant. Et d'ailleurs, les institutions et les organismes relatifs aux droits de l'homme insistent aussi sur la nécessité que ce pacte, pour eux, ne va pas assez loin dans certaines mesures. Très bien. Eh bien, on va passer à une toute autre actualité dans le grand angle.
Et on en vient à l'offensive d'Ethiopian Airlines qui continue de poursuivre son expansion. Objectif pour la compagnie aérienne éthiopienne, se poser définitivement en leader sur le continent africain d'ici à 2025. Cela passe bien sûr par un élargissement de sa flotte, mais aussi par de nouvelles dessertes. 112 destinations au total actuellement. Ethiopian Airlines qui établit également différentes alliances avec des États africains. Une politique d'expansion qui s'appuie avant tout sur le contrôle des pavillons nationaux, et le dernier coup de poker en date se joue actuellement au Ghana. Chekomar Bandaogo. Le mémorandum d'entente signé le 4 décembre dernier à Addis Abeba par le ministre ghanéen de l'Aviation, Joseph Kofi Adda, et Tewolde Gebre Mariam, PDG du groupe Ethiopian Airlines, fera d'Ethiopian Airlines le partenaire stratégique de la nouvelle compagnie aérienne nationale ghanéenne. Ce qu'on peut appeler une offensive aéronautique de l'Éthiopie en Afrique peut se justifier même par les ambitions que ce pays se donne sur le continent africain. Selon donc certaines informations, Ethiopian Airlines serait la première compagnie grâce à laquelle on a accès au continent africain. Avant le Ghana, la nouvelle compagnie du Mozambique a effectué son premier vol le 1er décembre dernier à travers Ethiopian Mozambique Airlines. En octobre 2018, c'est la compagnie Tchadia Airlines du Tchad qui prenait son envol grâce à un partenariat avec Ethiopian Airlines. Le capital de cette nouvelle compagnie est détenu à hauteur de 49% par la compagnie éthiopienne. Elle détenait déjà 40% du capital de la compagnie Askai, 49% de Malawian Airlines et 45% de Zambian Airlines. Si ces compagnies pensent en octroyant jusqu'à 49% de leurs actions éthiopiennes, ces compagnies peuvent gagner. Et je pense que tant mieux. Vous savez que dans le domaine de l'aviation, ce n'est pas seulement le côté gain qu'il faut voir, il y a aussi le côté prestige. La première compagnie aérienne africaine est aussi en négociation très avancée avec la Gambie, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, le Mozambique, la Guinée et le Nigeria pour le lancement de nouvelles compagnies. Alors, partenariat donc avec le Ghana. Il y a quelques jours, il y a eu également ce partenariat avec le Mozambique. Le Mozambique a pu du coup lancer sa compagnie nationale. Donc là, Ethiopian s'appuie surtout sur le contrôle, entre guillemets, des compagnies nationales. Willy Elfej Miabatou, c'est une stratégie payante là pour Ethiopian Airlines? Totalement. C'est une stratégie qui est payante et qui est d'autant plus intéressante que Ethiopian Airlines aujourd'hui a réussi déjà à générer un fort capital de notoriété et aussi a su asseoir son expertise non seulement sur la scène africaine mais aussi internationale. On parle quand même en termes de passagers, c'est aujourd'hui l'une des premières compagnies, même au niveau de la flotte, parce qu'ils ont à 77 avions aujourd'hui et c'est une société qui se fixe des ambitions totalement grandiloquentes. Pour le petit exemple, ils ambitionnent pour 2025 donc de passer à plus de 70 avions à environ 150 avions, ce qui est assez impressionnant. Et on voit très bien que leur stratégie, qui est panafricaine, parce qu'il faut aussi le rappeler, consiste à justement intensifier cette pénétration dans les différentes économies. D'une part, pour essayer d'asseoir justement leur expertise, aussi et élargir, on va dire, leur mainmise un peu sur ces différentes entreprises qui, de toute manière, aussi, y tirent leur avantage. Ça, il faut le rappeler. Parce que, bon, là, on parlait du Ghana, mais vous avez su le rappeler tout à l'heure, il y a eu le Tchad avant, il y a eu le Mozambique, la Zambie, et je pourrais aussi citer la Guinée équatoriale. Voilà, la liste est impressionnante et je pense que de toute façon, c'est de très bon augure. C'est un pays qui a énormément d'ambition et c'est à encourager. Charles Madédé? En tout cas, je salue ces accords de Ethiopian Airlines. C'est une compagnie qui fait, il faut le dire, la fierté de l'Afrique. Parce qu'elle est partie de très loin. Aujourd'hui, c'est une compagnie complètement nationale, dirigée par les Éthiopiens eux-mêmes. Souvent, on a remarqué en Afrique, les compagnies aériennes, souvent, à la tête, c'est bon, c'est un expatrié. Mais là, c'est l'Éthiopie. Du directeur jusqu'au bas, c'est vraiment les Éthiopiens. Je salue cela et je salue aussi leur façon de
d'aider les autres compagnies africaines. Par exemple, là, cet accord avec le Ghana, que je salue vraiment, et la façon dont ils ont mis en œuvre, c'est un accord public-privé. Et chez nous, je crois que c'est un exemple à prendre. Souvent, faire entrer le privé dans les affaires, souvent, ça donne un peu plus de responsabilité. Certaines compagnies, on va voir en Afrique, ça dure en moyenne 3-4 ans. Alors justement, qu'est-ce qui distingue véritablement Ethiopian Airlines des autres compagnies? Beaucoup de compagnies africaines qui se sont écroulées, disons-le, Maître Adeoté-Blivi. Oui, cela n'est pas dû au hasard. Vous savez, Ethiopian Airlines est la plus ancienne compagnie africaine. C'est une question de gestion, tout simplement. Nous avons eu Air Afrique qui a périclité parce qu'il y avait des billets blancs, il y avait plus de personnes qui ne payaient pas de place que de passagers payant la place. Évidemment, ça ne peut pas marcher. Donc il y a une rigueur qui s'est instaurée au niveau d'Ethiopian. Déjà, c'était la compagnie nationale, après le privé est rentré là-dedans et on a vu la gestion rigoureuse qui fait que Ethiopian se développe. Moi, j'applaudis dès demain tout ce que Ethiopia est en train de faire et j'encourage d'ailleurs les dirigeants d'Ethiopie à aller plus loin, à concurrencer le ciel africain, à s'imposer dans tout le ciel africain, parce qu'aujourd'hui, le ciel africain est desservi par des compagnies étrangères. Alors, le succès d'Ethiopia, je viens de le dire, vient d'abord de sa gestion, de la rigueur qui manque. Quand Éthiopie est entrée dans le capital de Askai, on a vu, ça marche. Mais les compagnies nationales, comme on l'a dit tout à l'heure, sont gangrénées par le clientélisme, par les familles, au nombre des incompétents, passez-moi l'expression, à la tête de ces sociétés d'État. Ce sont des sociétés la plupart du temps publiques, ce qui fait que ça ne pouvait pas avancer. Donc, grâce à Ethiopia, aujourd'hui, les États africains peuvent avancer et le Ghana a fait le bon choix. Le Ghana aurait pu choisir une compagnie autre que Africa, une compagnie même extérieure, mais a fait confiance, parce que le Ghana fait confiance à ses ressortissants, fait confiance aux Africains. On l'a dit tout à l'heure, je vais le répéter encore, que Éthiopien dirigé par des Éthiopiens, pas des Africains, ce n'est que c'est à l'honneur que fait l'Éthiopien pour toute l'Afrique. Et à partir de là, nous pouvons espérer des lendemains meilleurs pour les autres compagnies africaines qui viendront s'affilier à Ethiopian Airlines. Alors une chance là bien sûr pour le Ghana et justement on va continuer d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.